Le cycle d'Elric par Michael Moorcock. Tome 2. La forteresse de la Perle. Chapitre 2. Massacre dans la forteresse. Puis, Oune enfourcha sa monture d'argent et leva haut l'argent de sa lame. « Fais comme moi, Elric !» cria-t-elle, avant de lancer les talons dans un petit galop et de faire rouler dans la salle le tonnerre de ses sabots. Résolu à mourir avec courage, même en cet instant d'apparente victoire, Elric sauta en selle à son tour, prit une lance dans la même main que les reines et, l'épée déjà emportée dans des moulinets, chargea les assaillants. Il dut attendre de les voir s'agglutiner autour de lui, menaçante forêt de haches, de masses d'armes, de piques et de lames, pour saisir que l'énergique décision de sa compagne n'était pas seulement née de l'outrance du désespoir. Ces demi-ombres avaient des gestes lents, des regards vagues, trébuchants, et portant des coups d'une mollesse extrême. Le carnage en vint à l'écœurer. Il se conformait à l'exemple d'Oune, taillant et perçant, d'un côté puis de l'autre, presque automatiquement. Les têtes se détachaient des corps, tels des fruits blés. Les membres se tranchaient avec la même aisance que l'attache des feuilles sur le bâton que l'on pare. Les torses s'enfonçaient sous la moindre poussée d'une lance ou d'une épée. Le sang visqueux, du sang de mort, déjà, poissait armes et armures, et les cris avaient dans les oreilles d'Elric des résonances plus poignantes que la simple expression de la souffrance. N'eût-il juré de suivre la voleuse de songes qui l'aurait tourné bride, la laissant achever seul le travail. Ainsi ne courait-il que peu de danger, alors que les guerriers voilés continuaient de se déverser des murs pour se trouver accueillis tant par l'acier que par l'astuce, acérés l'un et l'autre. Mais les courtisans qui, derrière, autour de la colonne de la Perle, ne perdaient pas une minute du combat, n'avaient manifestement pas la moindre conscience de la faible menace à laquelle étaient confrontés les deux cavaliers d'argent vêtus. Et puis ce fut fini. Décapités, démembrés, les corps jonchaient la salle, empilés. Elric et Oune firent trotter leur monture hors du charnier, le visage fermé, sinistre, le cœur soulevé par leur propre acte. « Voilà, dit la voleuse de songes, les aventuriers magiciens Oxy. Vous êtes d'authentiques héros !» La reine Soug descendait les marches à leur rencontre, bras ouverts, les yeux brillants d'admiration. « Nous sommes ce que nous sommes, » dit Oune, « des combattants de mortelle engeance. Sur la forteresse de la Perle pesait une menace que nous avons anéantie. » Ces mots s'étaient moulés dans la mélopée d'un rituel et Elric, confiant, prit plaisir à l'écouter. « Vous, enfants de Shamogborn,
Frères et sœurs pour la lune d'os, fils et filles de l'eau et des vents, qui portent fraîcheur, parents des arbres. Secoué de sanglots, le sénéchal avait lâché ses sacs d'or. De joie et de soulagement, il pleurait. Elric découvrit à quel point il ressemblait à Raïk Nassim. Ouneux avait mis pied à terre, et la reine Soug la serrait dans ses bras. Un pas traînant, un caquettement assourdi annoncèrent l'approche du guerrier de la perle. Ainsi, tout ceci n'est plus pour moi. La résignation se lisait seule dans les yeux morts d'Alnac. L'heure est maintenant à ma dissolution. Et il bascula en avant, les bras en croix, s'aplatit sur le marbre des dalles, et nulle chair ne demeurait de lui, rien que les os dans l'armure fracassée, si bien que sa dépouille évoquait les immangeables vestiges d'un crabe géant dont se fut repu quelque monstre marin. Elric vit venir à lui la reine Soug, rouvrant ses bras pour l'y serrer. Elle lui paraissait plus petite que lors de leur première rencontre, et de fait, elle lui arrivait à peine au menton. Chaude fut l'étreinte, et il sut qu'elle pleurait, elle aussi. Puis, le voile lui glissa du visage, révélant que les années s'en étaient effacées. Au mieux, il se découvrait en présence d'une toute jeune fille. Derrière la reine rajeunie, Oune lui souriait. Stupeur et compréhension l'envahirent de concert. Ses doigts effleurèrent ce frais visage, sentirent couler l'ondulante et familière caresse de cette chevelure, et il aspira une brusque goulée d'air. C'était Varadia, la sainte fille des Boradim, l'enfant dont il avait promis de délivrer l'esprit. Oune le rejoignit. Sa main se posa, protectrice, sur l'épaule de Varadia. Maintenant, vous ne doutez plus que nous sommes vraiment vos amis? Varadia hocha la tête, promena autour d'elle un regard sur les courtisans qui avaient repris leur fixité. Le guerrier de la perle était le meilleur, dit-elle. Shamok Borm a déçu mes espoirs. Les aventuriers magiciens se sont révélés trop forts pour lui. Maintenant, je puis le rappeler de son exil. Nous avons combiné son énergie et la nôtre, dit Oune. Votre énergie et la nôtre. Ainsi, nous avons pu réussir. Nous trois, nous ne sommes pas des ombres, dit Varadia, souriant comme sous l'effet d'une révélation. C'est cela qui nous a permis de réussir. Oui, sainte fille, cela même. Maintenant, il nous faut réfléchir aux moyens de vous ramener à la tente de bronze, de vous ramener à votre peuple. C'est que vous êtes le vaisseau de leur fierté, de leur mémoire. Je sais. J'avais devoir de les protéger, et je crois hélas avoir échoué. Il n'en est rien, assura Oune. Les aventuriers magiciens ne risquent-ils pas de renouveler leur assaut? Non, dit la voleuse de songes. Pas plus d'ailleurs qu'ici, Elric et moi y avons veillé. Et, admiratif, Elric comprit que c'était Oune qui avait suscité l'apparition des aventuriers magiciens. Convoquer ces ombres une dernière fois pour en démontrer la défaite. Elle le regarda, l'avertit des yeux de n'en pas trop dire. Mais il se rendait compte que tout ce qu'ils avaient combattu, hormis peut-être quelques aspects du guerrier de la perle et des aventuriers magiciens, n'avait eu de réalité que dans l'univers onirique d'une enfant. Le héros de légende, Shamok Borm, ne pouvait la sauver parce qu'elle le savait irréel. Non plus que le guerrier de la perle, presque entièrement issu de son imagination. Oune et lui, en revanche, étaient réels, autant qu'elle. Dans son rêve insondable, déguisée en reine, cherchant de son propre aveu un pouvoir qu'elle ne savait atteindre, elle n'avait jamais cessé de connaître la vérité. Incapable d'échapper aux songes, elle n'en avait pas moins fait la différence entre ses créations et les êtres dotés d'une existence indépendante. Elle, Oune et Elric. Il avait néanmoins fallu qu'Oune démontrât la possibilité de vaincre ce qui demeurait de la menace première pour que l'enfant fût libéré. Mais le rêve les tenait encore. L'énorme perle palpitait aussi puissamment qu'avant, et la forteresse, avec son labyrinthe de couloirs et de salles imbriquées, restait leur prison. « Tu les comprenais ?» dit Elric à sa compagne. « Tu savais de quoi ils parlaient. Leur langage étrange était celui de l'enfance, reflet d'une quête du pouvoir, et de l'échec de cette quête, la saisie qu'un enfant peut avoir du pouvoir. » Mais de nouveau,
d'un regard, Oune lui intima le silence. Varadia sait à présent qu'on ne trouve jamais un tel pouvoir dans la retraite. Tout ce qu'on peut espérer obtenir en se retranchant, c'est de laisser s'entre-détruire les pouvoirs qui vous cernent, ou de s'en abriter, comme on s'abrite d'un orage contre lequel on est impuissant jusqu'à ce qu'il soit passé. On n'y gagne jamais rien, sinon ses propres profondeurs, et on est toujours obligé d'en sortir à la fin pour se mesurer au mal qui cherche à nous détruire. Elle donnait l'impression d'être elle-même en transe, et Elric devina qu'elle récitait des leçons apprises au temps où elle s'était formée dans son art. « Vous n'êtes pas venu voler la perle, mais me sauver de ma prison, » dit Varadia, dont Oune prenait les jeunes mains pour les serrer très fort dans les siennes. « Est-ce mon père qui vous a envoyé à mon secours ?»« Il a requis notre aide, et de tout cœur nous la lui avons accordée, » répondit Elric en rengainant enfin l'épée d'argent. Il se sentait vaguement ridicule dans l'armure d'un héros de conte de fées, et Oune perçut sa gêne. « Tout cela va être rendu à son propriétaire, mon ami. » Et elle se tourna vers Varadia. « S'il lui est permis de regagner la forteresse, gente damoiselle. » L'enfant eut un large sourire. « Bien sûr !» Elle claqua dans ses mains et, sous le porche monumental, on vit s'avancer, fièrement mais toujours drapé dans la bure de l'exil, Shamog Borm, qui alla s'agenouiller aux pieds de ces dames. « Ma reine !» dit-il. Sa voix merveilleuse vibrait d'émotion. Et d'une voix aussi vibrante, mais de chaleur et d'orgueil, l'enfant lui répondit. « Je vous restitue votre armure et vos armes, Shamog Borm, ainsi Tadia et Taron, vos 2 coursiers jumeaux. Je vous rends votre honneur inchangé. » Bientôt, Elric et Oune se furent débarrassés des armures pour n'être plus vêtus que de leurs effets ordinaires. Shamog Borm eut de nouveau sur lui l'argent damasquiné d'or de ses jambards et de son plastron, l'argent massif et miroitant de son aume, ses lames et lances dans leurs étuis respectifs à sa hanche et sur le flanc des montures. Des autres pièces de harnois, il fit un ballot qu'il attacha derrière la selle de Tadia. Enfin, il fut prêt, et de rechef, il s'agenouilla. Quelle tâche ma reine souhaite-t-elle me voir accomplir à son service ? Posément, Varadia lui répondit. Vous êtes libre de chevaucher où bon vous semble, preux Shamog Borm. Sachez simplement ceci. Vous devez continuer de combattre le mal en quelque lieu qu'il se présente, et ne plus souffrir à l'avenir que la forteresse de la Perle soit soumise aux assauts des aventuriers magiciens. J'en fais serment. Sur une révérence à Oune et à Elric, le fabuleux héros enfourcha sa cavale et, au pas de parade, quitta la cour de la Perle, le front haut de juste superbe et de noble dessein. Varadia était heureuse. Je l'ai rendu à ce qu'il était avant que je ne fisse appel à lui, et désormais je sais que les légendes sont en elles-mêmes dénuées de pouvoir. C'est seulement l'usage qu'en font les êtres de chair qui est source de pouvoir. Toute légende n'est que la représentation d'un idéal. Vous êtes une enfant d'une rare sagesse, dit Oune admirative. Ne dois-je pas l'être, madame ? Je suis la sainte fille des Boradim. Ironie et gaieté pétillaient dans sa voix. Ne suis-je pas l'oracle de la tante de bronze ? Elle baissa les yeux, prise d'une soudaine mélancolie peut-être. Et je ne serai plus très longtemps une enfant. Mon palais va me manquer, je crois, et tous ces royaumes également. Dans les royaumes du songe, on laisse toujours quelque chose. La main d'Oune se posa, réconfortante, sur l'épaule de Varadia. Mais cela est pour gagner beaucoup. La sainte fille se retourna vers la perle. Elric suivit son regard et s'aperçut que la cour entière avait disparu, exactement comme la foule sur le grand escalier quand le guerrier de la perle les avait provoqués, juste avant leur première rencontre avec Dame Soug. Il comprenait à présent que, sous cette apparence, elle les avait guidés de son mieux vers son propre salut. Elle s'était portée à leur rencontre, leur avait montré par quelle voie mettre à profit leur intelligence et leur courage pour la sauver. Varadia montait maintenant les marches, main tendue vers le joyau. « Elle est à l'origine de nos malheurs, » dit-elle. « Qu'allons-nous en faire ?»« La détruire peut-être, » suggéra Elric. Oune marqua son désaccord. Aussi longtemps qu'un trésor reste caché, les voleurs constamment le cherchent.
C'est ce qui a entraîné la captivité de Varadia dans le royaume du songe, qui a mené vers elle les aventuriers magiciens. C'est pourquoi ils l'ont droguée, ont tenté de l'enlever. Le mal ne vient pas de la perle en soi, mais de la perversité qu'elle avive chez certains. Alors quoi? Lui demanda Elric. Comptes-tu la négocier sur le marché au songe la prochaine fois que tu t'y rendras? Je le ferai peut-être si je ne jugeais pas cela insuffisant pour assurer la sécurité future de Varadia. Qu'elle reste légende, et il y aura toujours des chasseurs de légendes pour la traquer, c'est ça? Exactement, prince Elric. Aussi, nous abstiendrons-nous de la détruire. Ici, du moins. Réserve que l'albino s'accueillit avec indifférence, absorbé comme il l'était maintenant dans le rêve, dans la découverte des divers niveaux de réalité que comportait le royaume du songe. Il avait tout oublié de sa quête originelle, de la menace pesant sur sa vie et sur celle du jeune Anig à Quarzazat. Une lui rafraîchit la mémoire. Rappelle-toi qu'il en est à Quarzazat qui ne sont pas seulement tes ennemis, Elric de Melniboné, mais ceux de cet enfant, ceux de tous les Boradim. Une autre tâche t'attend après notre retour à la tente de bronze. En ce cas, il va falloir me conseiller, dame Une, dit-il simplement, car je suis novice en ces lieux. Je n'ai de conseil à te donner qui soit vraiment limpide. Elle se détourna de lui, peut-être par modestie, peut-être dans l'amertume d'un regret. Mais je puis, en l'occurrence, prendre une décision. Nous devons réclamer la perle. Réclamer quoi? Si j'ai bien compris, elle n'avait pas d'existence avant que les seigneurs de Quarzazat n'en aient conçu l'idée, que quelqu'un n'ait exhumé la légende, que les aventuriers magiciens se soient lancés à sa recherche. Mais elle en a une désormais, dit Une. Damoiselle Varadia, me donnerez-vous la perle? Volontiers. La sainte fille acheva en courant de gravir les marches, souleva le globe de son socle et le jeta au sol où les éclats de verre laiteux s'éparpillèrent, se mêlèrent aux os et à l'armure du guerrier de la perle. Puis son bras se tendit, et elle prit l'énorme joyau comme n'importe quel enfant récupérant sa balle. Elle joua avec, jongla, ravie, n'en éprouvant plus nulle crainte. C'est qu'elle est très belle, pas étonnant qu'ils la veuillent. Ils l'ont faite, et s'en sont servis pour vous piéger. Une rattrapa au vol la perle que Varadia lui lançait. Quel malheur que ceux qui sont aptes à concevoir une telle merveille soient prêts à de telles vilainies pour s'en emparer. Ses sourcils se froncèrent sur le regard soudain soucieux qu'elle jeta autour d'elle. La lumière faiblissait. De partout naquit un bruit atroce, une plainte angoissée, déchirante clameur, hurlement de suppliciés, comme si, dans tout le multivers, toutes les âmes tourmentées vociféraient soudain leur souffrance. Le cri leur vrilla le crâne. Ils se bouchèrent les oreilles, et leurs yeux s'écarquillèrent d'horreur alors que le sol entrait en éruption, cloquait et ondulait, que les murs d'ivoire de la salle, avec leurs merveilleuses mosaïques, la dentelle de leurs ciselures, se mettaient à pourrir, s'effritaient, tombaient en poussière tel du tissu dans une tombe brutalement exposée à la lumière du jour. Puis, couvrant le vacarme, ils entendirent un rire, doux, spontané, un rire d'enfant, le rire d'une âme libérée, le rire de Varadia. Enfin, ça se dissout, ça se dissout entièrement. Oh mes amis, j'ai enfin cessé d'être esclave. Sous l'avalanche de répugnantes matières, de corruption, de liquéfaction, traversant ce séisme purulent dans lequel s'anéantissait la forteresse de la Perle, Une les rejoignit. Elle se hâtait, mais avec prudence, et elle prit Varadia par la main. Pas encore, c'est trop tôt, c'est trop tôt. Nous risquons de nous dissoudre avec le reste. Elle fit signe à Elric de prendre l'autre main, et ils traînèrent l'enfant hors de la salle dans la pénombre hurlante des couloirs zigzagants, franchissant des cours dont les fontaines crachaient maintenant des flots d'ordures, longeant des murs qui se révélaient construits de chair si avancée qu'à peine les avait-ils dépassés, il n'en restait plus rien. Puis Une les fit courir jusqu'à ce qu'ils fussent en vue de la grande entrée circulaire. Leurs pieds foulèrent la chaussée de marbre blanc. Un pont s'ouvrit devant eux. Une y traîna presque les deux autres, courant aussi vite qu'elle le pouvait, avec la forteresse de la Perle qui, derrière, se résorbait dans le néant, hurlant et rugissant comme une bête à l'agonie. Le pont donnait l'impression d'être infini.
Aussi loin que portait le regard d'Elric, nulle extrémité n'en était visible. Il y eut pourtant un moment où la voleuse de songes s'arrêta de courir, leur permit de marcher tranquillement jusqu'à la porte qu'ils venaient d'atteindre. C'était une arche taillée dans un bloc de grès rouge, ornée de carreaux de céramique à l'agencement géométrique et de fresques représentant des gazelles, des léopards et des chameaux sauvages. Elle avait quelque chose de presque banal après tant de seuils monumentaux. Elric n'en frémit pas moins à l'instant de s'y engager. J'ai peur, Oune. De ta nature mortelle, je pense. Mais ton courage est grand, prince Elric. Je t'en supplie, fais-en usage. Il domina ses terreurs. Ferme et rassurante fut sa prise sur la main de l'enfant. Ne rentrons-nous pas chez nous dit la sainte fille. Qu'y a-t-il là-bas que vous redoutiez de trouver, prince Elric? Il pencha sur elle un visage souriant, heureux qu'elle lui eût posé cette question. Pas grand-chose, damoiselle Varadia. Rien d'autre que moi-même, peut-être. Et ensemble, ils pénétrèrent sous la voûte.